Bonsoir à tous à nouveau. Ça y est, on est au complet, donc je vais vous présenter l'ensemble des personnes présentes. À côté de moi, Stéphane Lecourant, bonsoir. Vous êtes post-doctorant à l'EHESS et vous êtes avec Michel Agier, co-coordinateur, co-directeur de la collection Babels, petite collection, ça s'appelle la Bibliothèque des Frontières et c'est aux éditions Le Passager clandestin. Michel Agier, vous êtes anthropologue et donc cofondateur également de cette collection. Et vous êtes porteur d'eau aussi, pour l'occasion. À côté de vous, Véronique Bontemps, vous avez coordonné le dernier livre en date de cette collection qui s'appelle Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants, et dont on parlera ce soir juste après avoir présenté donc la collection. Et puis, à côté de Véronique, un poète, Hassan Yassine, dont un des poèmes est publié dans le dernier petit ouvrage que je viens de vous montrer, qui est ici, et qui nous fera le plaisir de nous le lire en arabe, et il sera lu aussi en français par sa voisine qui est évidemment, j'ai oublié, voilà, Chora Makareni, bien sûr, qui est co-auteur du livre, et qui est ici toujours le même, donc le dernier en date de la collection. Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants. Donc on commence tout de suite par une petite présentation de Babels. Alors Babels, c'est un petit peu particulier, c'est une collection de livres qui est adossée à un programme de recherche. Donc, d'où vient cette idée, pourquoi, comment adosser des chercheurs avec des livres, une collection de livres qui se veut plutôt grand public, s'adresser au plus grand nombre. Donc qui commence, Michel ou Stéphane? Michel. Bonsoir et merci. Effectivement, l'originalité de ce programme, si on peut dire, est d'être très ancré dans les débats et les polémiques publiques qui ont surtout principalement démarré en France, en Europe en 2015. La question migratoire date depuis bien plus longtemps dans le monde, elle fait partie de l'histoire du monde depuis la naissance de l'humanité, mais ce qu'on a appelé la crise migratoire, c'était déjà pas mal manifesté dans les années 2000, 2012, 2013, il y a eu des naufrages en Méditerranée, il y a eu des débats, il y a eu des polémiques sur ces questions, et 2015, bon, tout ce que vous savez, c'est pourquoi je ne vais pas revenir, ce qu'on a appelé la crise migratoire, ou la crise des États, des États-nations face à la question migratoire, mais aussi en même temps l'émergence de tout un tas de formes de solidarité, des formes politiques, peut-être des nouvelles formes politiques à travers les questions d'hospitalité ou de solidarité par exemple, et puis on voit bien un intérêt intellectuel pour repenser ce qui nous est contemporain à la lumière de l'importance de la mobilité dans le monde et dans l'humanité en général. Et donc, il m'avait semblé, lorsque l'Agence nationale de la recherche a lancé un programme et il faut rendre un salut amical à François Héran, démographe travaillant sur la question des migrations, qui était à ce moment-là responsable des sciences humaines à l'Agence nationale de la recherche. Il faut lui rendre cet hommage particulier d'avoir lancé un programme qui a été appelé, bon, ça a fait un peu sourire, Flash Asile. Bon, ça voulait dire qu'il y aurait une opération rapide, plus rapide que les procédures habituelles dans les systèmes de dépôt de projets, évaluation, etc., sans rien remettre en cause de ces systèmes d'évaluation. Le projet a été très très évalué dans tous les temps. Et finalement, donc, il a pu démarrer assez rapidement, donc début 2016, et il contenait dès le début ce projet de faire quelque chose qu'on peut appeler aussi une anthropologie publique, c'est-à-dire de faire connaître très vite, au fur et à mesure du travail, les résultats de la recherche, sachant que ce très vite s'appuie quand même sur un background de recherche qui existe déjà, et donc en réalité, la fabrication, aussi bien la préparation des ateliers, parce qu'on fait des ateliers publics des villes frontières, bon, tout le monde y est invité là, on fait des journées d'études, on fait des colloques, on fait tout un tas d'activités où toutes ces questions sont en débat, et on fait ces petits livres. Alors ces petits livres ont aussi ce caractère particulier d'avoir un nom d'auteur qui s'appelle Babels. C'est pas pour faire une marque, mais c'est pour faire un peu
l'idée d'un collectif, l'idée de quelque chose qui porte un projet. Et ce projet, il existe un très grand nombre en France, et on est en Europe aussi, mais en France en particulier, il existe un très grand nombre de chercheurs, seniors, juniors, étudiants, qui travaillent sur ce thème des migrations et produisent en réalité, et moi en tant que chercheur senior, j'ai l'occasion de voir passer énormément de choses. Et donc voilà, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait tant de connaissances, d'enquêtes, etc., qui s'accumulent, et un tel gouffre d'ignorance, c'est peu dire, dans les débats, les polémiques publiques, à la télévision, dans les journaux, etc. Comme c'est compliqué de faire passer ça. Donc une des manières d'y répondre, c'est d'être actif, voire activiste, sur le plan de l'interpellation des journalistes, d'avoir sollicité des journalistes pour participer aux ateliers publics Babel. Ils sont régulièrement invités, il y en a qui viennent, il n'y en a pas énormément, de solliciter le monde associatif, de les inviter à ces ateliers Babel et de participer à l'écriture des petits livres, et donc de faire ces petits livres en réunissant des collectifs sous une modalité où Stéphane pourra peut-être un peu détailler un petit peu ce qu'on a prévu, c'est vrai qu'on a un canevas qui est assez simple, assez carré, on va dire. Les ouvrages ont tous un petit peu le même format, mais ils ont des thématiques différentes. Et donc il nous semble qu'avec ce format, avec une, deux ou trois coordinatrices, coordinateurs, et le rassemblement des fois d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes, on peut arriver à faire des livres à la fois très larges sur le plan de ce qu'on prend en charge, qu'on prend en compte comme réalité, c'est-à-dire la réalité européenne, très réactif, et en même temps où il y a de la profondeur parce qu'il y a de la recherche. Et voilà, ça c'est un peu le thème général. Je vais passer la parole à Stéphane pour dire ce que sont les différents thèmes et puis le format. Oui, alors merci. Je pense que vous avez tous lu déjà, mais je vais quand même vous rappeler que l'idée, en fait, c'est de produire des livres assez rapidement, parce qu'il y a aussi un défi pour la recherche. C'est un temps très accéléré par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans le monde de la recherche. Là, si vous voyez les temporalités qui sont prises en compte dans ces ouvrages qui sont sortis, il y a beaucoup de choses qui traitent de 2015 à 2017. En général, les scientifiques produisent des ouvrages sur ces périodes-là, 10 ans d'écart. Enfin, j'exagère un petit peu, mais là, l'avantage du collectif et du travail qu'on est en train de faire, c'est la capacité à produire assez rapidement des choses qui sont quand même ancrées sur des réflexions théoriques de longue date, actualisées par des terrains et par des personnes qui ont quand même une perspective de long terme sur ces espaces-là. Et donc on a construit les ouvrages pour l'instant. On pourra en reparler peut-être pour la suite si ça vous intéresse, mais peut-être c'est les aspects un peu cuisine interne qui sont les moins intéressants pour vous, mais c'est aussi un défi d'écrire à 15 personnes un ouvrage dans un temps record qui soit accessible, compréhensible. C'est aussi une modalité d'écriture qu'on a dû adopter. Bon, ça c'est des questions peut-être un peu moins intéressantes pour vous. Enfin, si ça vous intéresse, on peut y revenir après. Et donc pour l'instant, on a trois ouvrages qui sont sortis. Un premier qui traite de la mort aux frontières, un deuxième qui traite des camps en Europe. Oui, normalement, j'aurais moins rappelé. Et le troisième là sur les villes et les migrants. Il y en a 4 autres à venir. Le prochain sera sur les frontières en Méditerranée, comment la Méditerranée est devenue un espace frontalier où se joue la question du contrôle migratoire. Un autre sur l'exil syrien, donc à travers un certain nombre d'enquêtes, principalement au Liban et après en Europe, essayer de saisir la particularité actuelle de cet exil syrien. Un ouvrage sur la relation police-migrant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre la police et les migrants, en quoi la police et les violences policières peuvent être une forme de gestion des populations migrantes, ce que ça produit aussi sur les migrants d'être confrontés à cette police comme leur premier interlocuteur quand ils arrivent en France, et avant d'arriver en France, ils ont déjà eu l'expérience d'un certain nombre de rapports policiers. Et un dernier ouvrage qui sera sur l'hospitalité, un peu un bilan du programme sur les différentes formes d'hospitalité qu'on a pu voir émerger avec cette dite crise migratoire qu'on essaie de déconstruire dans le programme. Et sur le format concret des ouvrages, en fait, ça répond aussi à la nécessité d'aller assez vite et d'être très précis tout en donnant un cadre théorique. Vous allez voir, en général, c'est construit autour d'une introduction assez plutôt théorique qui pose les enjeux en fait des différents thèmes. À chaque fois, on a essayé de définir des thèmes très précis sur lesquels on pensait qu'en tant que groupe de chercheurs, on pouvait apporter des éclairages. Là, je rejoins tout à fait ce qui était dit juste avant, c'est qu'il y a toujours une sorte de décalage pour les chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur les questions de migration.
de voir ce qui est devenu du monde, du lieu commun dans notre univers, et qui, si on ouvre un journal, on écoute la radio, on voit un écart abyssal qui est toujours un peu interrogeant. Donc l'idée, c'était sur un certain nombre de thèmes très précis, qu'est-ce qu'on peut transmettre comme connaissances qui, pour nous, dans notre univers, sont devenues des banalités. Et plus que ça, apporter aussi sur des objets très récents un éclairage de sens social. Donc il y a un peu ces deux enjeux, à la fois faire un point sur des connaissances qui sont relativement admises dans notre univers, et en même temps, sur des questions très récentes, apporter l'éclairage des sciences sociales. Donc à chaque fois, sur chaque ouvrage, il y a un peu ce double enjeu qui a été gardé, donc à travers une introduction très forte, très théorique, pas très forte, je vous laisserai en juger, mais plutôt théorique, qui pose les enjeux. Après, musclé, voilà, le terme musclé. Il y a plein de gens musclés par ailleurs, mais bon. Une introduction très musclée, et ensuite un développement qui donne vraiment une large part à l'empirique. On a aussi, on partage dans le groupe de recherche, même si on appartient à des disciplines assez différentes, entre la géographie, l'anthropologie, la sociologie, mais on partage des soucis de données empiriques concrètes, un attachement au terrain, on parle de choses qu'on a observées, qu'on a étudiées, on ne parle pas uniquement, c'est pas de la science de cabinet, avec tout le respect pour les cabinets. Et ensuite, une conclusion régulièrement qui est une ouverture. L'idée aussi, à travers ces ouvrages, c'est de aider à repenser un peu ces politiques, donner des éléments pour repenser autrement les politiques contemporaines en matière d'immigration. Et donc les ouvrages se permettent aussi en conclusion d'ouvrir des pistes de réflexion. On pourra revenir sur des exemples très concrets, mais la question des frontières, c'est-à-dire que on pense qu'en fermant les frontières, on empêche les migrants d'arriver. En fait, les frontières, plus elles sont restrictives, plus elles empêchent les migrants de repartir. Donc c'est des choses qui, pour nous, sont relativement évidentes, mais qui méritent parfois d'être un peu rappelées. La question des morts aux frontières. Les gens ne meurent pas aux frontières parce qu'ils sont des personnes qui n'ont aucune notion du danger, mais parce que les frontières sont de plus en plus dures à traverser, et que ceux qui pouvaient venir en avion il y a 10 ans, aujourd'hui doivent venir en bateau, ça coûte le même prix, voire plus cher. Enfin, c'est des choses comme ça, en fait, qui pour nous sont des choses importantes à essayer de poser et à passer dans des ouvrages accessibles et qui se diffusent, on espère, le maximum. Une dernière petite question. Vous avez parlé, Michel, du fait d'inviter des journalistes, des personnes du monde associatif. Et vous, Stéphane, vous évoquez l'idée de faire changer les politiques. Est-ce que vous avez pensé à appeler des hommes politiques lors de ces rencontres? Et est-ce qu'ils ont répondu éventuellement à vos invitations? Et deuxième petite remarque, question auquel je vais vous laisser répondre après. Vous parlez d'une introduction musclée. Est-ce que vous avez aussi musclé votre capacité à vous adresser aux médias, justement, qui ont pour habitude de vouloir des réponses courtes, des phrases courtes, des idées simples? Je suis journaliste, hein. Donc, voilà, il y a aussi peut-être, malheureusement, est-ce que vous avez dû faire face à ça, et est-ce que vous avez dû adopter des répliques à ce mode de fonctionnement de beaucoup de médias? On n'est pas encore à l'heure du bilan complètement, on est encore en plein dedans, donc pas de réponse à tout ça. Je voudrais revenir sur la conception qu'on a eue dès le début de ces ateliers publics. Babel, je crois qu'on doit avoir une liste de 250, 300 personnes, c'est ça, où il y a des chercheurs principalement, des étudiants beaucoup, et qui viennent de plus en plus, beaucoup de gens du monde associatif avec lesquels on était en réseau les uns et les autres, et donc qui ont été intéressés et qui viennent assez régulièrement. Et puis on a essayé aussi par nos réseaux, et après en essayant d'élargir un peu, mais c'est pas facile, de faire venir des gens des administrations qui sont concernées par cette question. L'OFPRA, l'OFI, la gendarmerie nationale qui viennent régulièrement. Il y a un centre d'études à la gendarmerie, je sais plus où ça se trouve, à Melun, voilà, où il y a un centre d'études de la gendarmerie nationale, où il y a des gens très intéressants qui réfléchissent à toutes ces questions qui concernent les questions de sécurité, mais qui le font de manière très intéressante, et qui viennent régulièrement à nos ateliers, même quand on traite des violences policières, par exemple. Et puis, il y a beaucoup de journalistes. Et les journalistes ne viennent pas beaucoup. Et alors, on se demande pourquoi même ceux qu'on aime bien, même ceux qu'on connaît bien, même ceux qui sont
intéressés par cette question. Il y en a très peu qui viennent sur toute la liste de ceux qu'on invite. Et notre idée n'est pas tant d'ailleurs dans cette invitation de nous montrer, nous, regardez ce qu'on fait, c'est venez avec nous travailler parce qu'on sait qu'il y en a parmi vous qui connaissent très bien le terrain. On se rencontre sur le terrain. Si on se rencontre sur le terrain, peut-être qu'on peut échanger de l'information ou échanger des interprétations, par exemple. Et alors, on interprète en disant, bon ben, ils ont autre chose à faire, les touristes, les journalistes. On croise aussi des touristes sur le terrain, et des journalistes, des policiers, et donc des migrants. Ils ont autre chose à faire, les journalistes, ils ont un timing qui est différent de celui du chercheur, ils ont un article à faire pour demain, ils ont des questions, comme tu dis, ils ont des questions très précises à laquelle nous, on n'a pas forcément réponse. Moi, on me demande là, pour dans 2 jours, de donner un commentaire sur la loi migration-asile. J'ai répondu, excusez-moi, je ne peux pas faire comme ça. On n'est pas complètement dans le commentaire de l'actualité tous les jours. Il faut forcément avoir quand même un peu de recul. Et alors, sur l'autre question, sur les hommes politiques, non, parce que là, je pense qu'on serait complètement à contre... Enfin, à mon avis, on serait complètement à contre-emploi, parce que, précisément, à moins qu'il y ait des gens qui font de la politique et qui veulent venir, ça c'est autre chose, welcome, c'est très, très bienvenu, mais que les responsables politiques, d'organisations politiques viennent pour transmettre leur message ou engager des polémiques politiques sur ces sujets-là, j'ai l'impression que là, dans ces ateliers, on perdrait notre temps. Mais peut-être que tout le monde... Oui. Sur la table, j'ai vu qu'il y avait le livre d'un homme politique, de Damien Carême, je crois, qui est le maire de Grande-Sainte, qui lui fait de la politique et fait aussi de l'accueil. Donc voilà, c'est... Damien Carême, en tant que maire, qui a travaillé, qui a sollicité les chercheurs. Moi, j'ai travaillé dans un projet, en parallèle avec celui-ci, un projet sur le thème de la ville accueillante, qui était organisé par des architectes, je ne sais pas s'ils sont là, par Cyril Hanap et les équipes d'architectes de Paris-Belleville. On a travaillé avec la mairie de Grande-Sainte pour essayer d'élaborer, par exemple, utopie, non pas utopie, mais horizon de possible à l'échéance plus 1 an, plus 2 ans. On a essayé d'imaginer très concrètement des formes possibles de ce que serait l'accueil dans une ville qui voudrait être accueillante, c'est-à-dire ce que dit un peu Damien Carême. Il dit dans ma ville, je veux que personne meure de faim et de froid. Donc concrètement, comment est-ce qu'on met cette idée-là en œuvre? Et donc c'est le thème un peu de la ville accueillante avec les différentes formules. Enfin bon, je passe là-dessus, mais bien sûr, dans la mesure où il y a des maires, il y a des associations, etc., qui sont demandeurs de dialogue, de travail, même avec des chercheurs, je pense que là, on a tous envie d'y aller. Oui. Le thème de la ville accueillante, ça nous fait une transition toute trouvée avec le dernier livre en date de Babels, Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants. Je vais passer la parole à Véronique Bontemps, qui va peut-être nous présenter ce livre qu'elle a coordonné. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce que les villes font aux migrants ou ce qu'elles ne font pas pour les migrants, et puis aussi ce que les migrants font aux villes? C'est un peu le dernier chapitre du livre et c'est aussi très très intéressant. Dites-nous un peu comment vous avez travaillé et surtout où vous êtes allé, parce que c'est une étude qui est sur l'Europe entière et sur la Turquie. Bonsoir, merci beaucoup. Alors je voudrais juste préciser que je suis loin d'être l'unique coordinatrice de cet ouvrage. Donc il y a Joram Makarimi à ma gauche qui est là, donc qui est également coordonné l'ouvrage avec moi. Il y a une 3e personne qui est Sarah Mazouz, qui malheureusement ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc en fait on est vraiment 3 à avoir coordonné l'ouvrage. Donc je vais peut-être dire quelques mots, puis ensuite je vais passer la parole à Jora pour qu'elle ajoute quelque chose. Donc le livre, effectivement, s'appelle Entre accueil et rejet, ce que les villes font aux migrants. C'est un livre en fait qui essaye de traiter de la question de l'accueil en essayant d'articuler plusieurs échelles d'analyse en fait. Donc l'échelle locale qui est prise à partir de l'échelle municipale, donc c'est vraiment axé à partir d'études empiriques de villes. Voilà, donc il y a Paris, il y a Berlin,
Il y a surtout Paris et Berlin. Après, il y a quelques petites villes françaises. Il y a Istanbul. Et puis, il y a, dans une moindre mesure, Copenhague. Mais en fait, c'est plus sur le Danemark. Enfin, et Kirkenes, exact. Oui. Et donc, je vais revenir sur le cas d'Istanbul un petit peu après, où Shora y reviendra. Mais donc, il y a cette échelle locale qui est l'échelle municipale. Il y a donc l'échelle nationale. À laquelle s'arrime cette échelle municipale, puisque les villes sont situées dans des pays et les politiques d'asile notamment sont fixées par les États. Donc ça engage cette tension entre ce que peut faire la ville au niveau de l'accueil par rapport aux politiques qui sont fixées par les États, et donc notamment en France par la préfecture, donc on y reviendra certainement tout à l'heure. Et puis l'échelle européenne, puisque en fait ce qu'on a appelé la crise migratoire, et que nous on préfère appeler plutôt la crise des politiques d'accueil, ou la crise des politiques migratoires, ou la crise des politiques d'accueil, puisque la question des migrations, comme l'a rappelé Michel tout à l'heure, est loin d'être une nouveauté, et c'est pas 2015 qui a marqué l'arrivée subite d'un flux de migrants sur le territoire européen, mais se situe, enfin voilà, l'un des enjeux c'est l'arrivée de ces personnes, en tout cas sur le continent européen. Voilà, donc en fait, c'est l'Europe comme un peu échelle transnationale, comme partie du globe sur lequel on a essayé d'axer l'idée. Donc voilà, essayer de tenir ces trois échelles, la ville comme lieu de l'accueil, puisque les villes, donc je pense que je vais laisser Shora développer un peu ça, mais c'est au niveau municipal, enfin en tout cas c'est l'idée du livre, que peut-être peuvent se développer des nouvelles formes d'accueil, ou en tout cas se sont posés concrètement les problèmes de l'accueil. L'échelle nationale à travers les pays, et puis l'échelle européenne. On a effectivement inclus Istanbul dans le livre pour des raisons pragmatiques, mais aussi parce que la Turquie est liée en fait au destin de l'Europe par tout un tas de raisons, et notamment par les chemins de la migration. Beaucoup de migrants qui désirent rejoindre l'Europe passent par la Turquie, et puis sont de fait obligés finalement s'y fixent par impossibilité de partir. Et puis il y a aussi ces accords donc entre l'Europe et la Turquie qui essayent d'inclure en fait, de donner la possibilité de pouvoir envoyer ces personnes, les migrants qui passaient par la Turquie, par cet endroit où ils ont transité. Et puis par ailleurs, on pourra revenir sur le cas particulier de la Turquie et d'Istanbul après, par rapport aux différents cas cités dans le livre. Mais effectivement, Istanbul, la ville d'Istanbul, dont on a une étude de cas dans le livre, se caractérise par effectivement une immense richesse au niveau de la présence, et c'est une présence qui est dominée massivement par la présence syrienne. Et donc là, on pourra parler peut-être plus tard des enjeux spécifiques géopolitiques, de la proximité territoriale entre la Syrie, la Turquie, etc. tout à l'heure, et puis je vais laisser Shora continuer. Merci Véronique. Du coup, pour compléter un petit peu autour de la question de la ville et de l'angle commun qui traverse les différents chapitres, il y a également Barcelone, un petit peu le cas de Vienne qui est traité, parce que le livre fonctionne par chapitre un peu plus conséquent qui parle d'une ville ou d'un pays, et de textes plus courts qui donnent une photographie d'autres villes en contrepoint. La question on a quand même mis l'accent sur les initiatives locales et la question de l'hospitalité, en articulation avec donc une hospitalité plutôt privée ou citoyenne, en articulation avec une hostilité publique, en essayant de comprendre comment est-ce que les villes pouvaient devenir échelle d'action sur les questions migratoires qui normalement relèvent de l'État, des politiques publiques étatiques ou européennes, mais comment est-ce que les villes peuvent devenir échelle d'action, et quelle marge de manœuvre elles peuvent ouvrir dans un contexte où on a l'impression que finalement il n'y a pas, on n'est pas du tout dans une ramification ou dans plusieurs choix possibles. Il y a une autoroute qui est celle de la répression des mobilités et de la fermeture des frontières. Cette autoroute-là est très rapide, elle est empruntée depuis plus de 20 ans, et on a l'impression qu'il n'y a juste pas de retour possible et pas de décélération. Là, on en arrive à Dublin 4, qui est en train d'être négocié, c'est-à-dire qu'on voit très bien que ce qu'on a appelé la crise migratoire, c'est une crise des mobilités générée par notamment par tous les enchevêtrements de l'application du règlement de Dublin,
donc de l'articulation des différents niveaux, transnationaux, nationaux. Et pour régler ça, l'idée serait de refaire ou de réformer Dublin, et la réforme qui est proposée ou qui est discutée à la Commission européenne est dans un sens encore plus dur, avec des marges de manœuvre encore plus étroites, et donc du coup face à ces logiques dans lesquelles on est pris, quelle échelle d'action représente la ville, quelle forme de politique publique représente les politiques municipales, quelles sont aussi les limites de ces politiques-là. On voit à Paris, le chapitre sur Paris a essayé d'évoquer les relations entre préfecture et mairie. Et cet échelon-là, la préfecture, cet acteur-là, qui est un acteur à la fois opaque, décisionnaire, etc., quelle répercussion il a? Quelle répercussion ces formes d'acteurs, de décisions un petit peu opaques, arbitraires, souveraines, peuvent avoir sur les trajectoires des migrants eux-mêmes. Et donc ça, c'est l'autre point, c'est que le livre est quand même assez axé sur les mobilisations citoyennes qui sont transnationales aussi, dans le sens où elles impliquent migrants et habitants installés dans les villes ensemble, comme par exemple c'est le cas au Danemark. Mais il y a quand même une présence de l'expérience migratoire elle-même dans ce livre, même si le livre est quand même focalisé sur les initiatives citoyennes, en essayant, et donc c'était un parti pris, on n'allait pas faire la liste de toutes les formes de rejet qu'il pouvait y avoir. On estimait qu'on en parlait assez aussi, et qu'il était important de voir l'autre aspect des choses, qui étaient les ressources, les limites, les paradoxes des mobilisations. Mais on n'oublie pas non plus, on essaye de rendre présent dans le livre la question de l'expérience subjective qui est celle de ceux qui sont pris dans ces mobilités-là. Et c'est pour ça que une des fiertés de notre livre, c'est moi j'ai l'impression d'essayer d'aller toujours un petit peu plus loin dans cette idée que il y a 10 ou 15 ans on disait il faut que les chercheurs donnent de la voix aux sans voix, donnent la parole à ceux qui l'ont pas, etc. Et donc là c'est un petit peu différent, on n'essaie pas d'être la voix des sans voix, mais tout simplement de faire apparaître dans le livre, de rendre présent dans le livre l'expérience sensible, l'expérience subjective et l'expérience intellectuelle de ceux qui sont les acteurs de la migration eux-mêmes, et dont les mots peuvent arriver à tenir de façon beaucoup plus... il y a une forme, donc on a par exemple... On a inclus un poème à la fin du chapitre sur Paris, et justement la poésie c'est cet espace-là où il y a l'expérience sensible, l'expérience intellectuelle et une espèce aussi de conceptualisation, de ce que c'est que d'être migrant pris dans ces politiques-là. Et c'est pour ça je vais maintenant passer la parole à Hassan Yassine, qui est l'auteur du poème qui est inclus dans notre livre, pour qu'il le lise en arabe. J'ai fait le travail. J'ai juste une petite question, parce que vous avez évoqué, vous avez évoqué Dublin. J'imagine que presque tout le monde sait ce que c'est, mais s'il y avait 2-3 personnes qui ne savent pas ce que c'est que le règlement Dublin, peut-être qu'il faut préciser juste ce que c'est le principe du règlement Dublin. Alors le règlement Dublin, donc c'est étant donné que l'espace Schengen est un espace en principe de libre circulation des personnes à l'intérieur des frontières Schengen, qui regroupe presque tous les pays de l'Union européenne, presque tous. Et le règlement Dublin est un règlement qui essaye de définir, de donner des règles sur une espèce d'harmonisation des pratiques d'asile au sein de l'Union européenne, et notamment en régulant quel est le pays qui est responsable de l'enregistrement d'une demande d'asile. Et c'est très important parce qu'il y a tout plein de critères dans le règlement Dublin, mais il y en a un qui est particulièrement appliqué et qui est devenu omniprésent et omnipotent, c'est que le premier pays européen par lequel un demandeur d'asile, une demandeuse d'asile
franchi l'espace Schengen est le pays responsable de l'examen de sa demande. Ce qui pose problème parce qu'on imagine bien que les gens qui sont arrivés en France, sauf s'ils ont arrivé par avion, mais Stéphane rappelait tout à l'heure que moins de gens peuvent voyager par avion, moins de demandeurs d'asile. Mais que sinon, quelqu'un qui arrive en France n'a pas été parachuté là, donc est forcément passé par un autre pays de l'espace Schengen. Et donc du coup, on voit très bien comment est-ce que la réglementation de Dublin concerne pratiquement tous les demandeurs d'asile en France. Donc ça a l'air, et c'est un peu le problème de nos expériences politiques en tant que citoyens européens, c'est que ça a l'air d'être quelque chose de très administratif, très complexe, très paperassier, mais en fait c'est quelque chose de tout à fait concret et absolument essentiel à maîtriser comme niveau d'analyse pour comprendre en fait la réalité de la demande d'asile en France. On va garder le micro, garder le micro. On va entendre le poème La malédiction, donc par Hassan Yassine. On va l'entendre en arabe et ensuite on l'entendra en français, parce que Shora nous fera le plaisir de le lire en français. Okay, d'accord, merci. السلام عليكم. bonsoir. أتمنى أن أجمع كل الابتسامات في جيبي وأذهب بها إلى المنزل يعني. ابتساماتكم جميلة. Bonsoir, je suis très heureux de vous voir avec tous vos sourires que je rassemble avec moi avant de vous parler. لي الشرف أن أنا أكون موجود بينكم وأحد نصوصي يكون داخل كتاب أختي شورى ولي الشرف أن أتكلم بينكم وأنا في قمة السعادة اليوم. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir et d'avoir un de mes textes dans le livre qui a été coordonné par mon amie et ma sœur Shora. Je suis vraiment extrêmement heureux de pouvoir le lire ce soir. أتمنى أن لا يكون النص مؤلم ما أتمناه أن نبتسم فقط مهما كان مقدار الألم أن نتخطى الألم ونبتسم. J'espère que ce texte ne sera pas trop douloureux. Tout ce que je veux faire, c'est sourire avec vous ce soir. أنا لعنة مقصودة أتدلى من حبلي السر المعلق برحم السماء أستمع إلى صرخات الريح ونواحي الأرجاء أحدث الزهرات حولي وأعشق غذاء جدران عزلتي الأبدية والخوف صديقي الذي فيني لا شيء يمنحني الأمان. أيها العابرون أمامي لا تسألوا لي الرحمة كسائل مولع بالخطايا يستقيس الإله. تجنبوا رؤيتي لا تمنحوني الرأفة امنحوني فقط كيسا أسود أجمع فيه أسفي وهزيمتي ونقراني بنية مضغه وابتلاعي. امنحوني أعواد كبريت أحرق بها قذارتي. أنا جيفر أمنحكم الروائح الكريهة والكراهية لأبدانكم الممشوقة المعطرة بعبق ورد باريس. أمنحكم الكراهية للجنس البشري والمسوخ أمثالي الذي تهالت عليه هويلات الحروب. أنا جيفر اتخذت الديدان مني مقرا لست آخر أحلامها أو موطنها ولن أصل من بقايا ذكرياتها. أنا مهاجر نجوت من التخمر في المتوسط لأتخمر في طرق باري المغسولة مع كل فجر. عداي أنا أكذوبة هذا العالم. أنا تلك الآدمية الإعلامية في مؤتمرات بالبلدية يدبرون التخطط يدبرون الخطط للتخلص مني. يصرفون أموالا طائلة. أقاموا آلاف اللجان لاتساسي من عروق الأشجار التي تسربلتني. فلا أعلم هل أنا بقايا لحم أم قطعة إسفلت. هذا العالم يمنحني النكران كإخواني العائدين إلى مصير التعذيب والافتراء المقتولين باسم المعاهدات الدولية الناجين من عسكر روما وبصمات الشؤم القادمين من أنهار الدم الأفريقي العائدين إلى الحضيض. لكن لماذا؟ لأنني لاجئ مملوء بالنتانة أتمدد مشلول التمني حائر أموت في صمت اليرعات تمضغني فراشات ملونة. Merci beaucoup.
suis une malédiction. Je suis la malédiction incarnée, suspendue à ma corde secrète, attachée à l'utérus du ciel. J'entends les cris du vent et les pleurs aux alentours. Je parle aux fleurs autour de moi et j'admire le chant des murs. Ces murs de mon isolement infini et la peur, mon amie secrète. Rien ne me donne le sentiment de sécurité. Vous, les passants face à moi, ne demandez pas la miséricorde en mon nom, comme pour un pécheur dans l'attente du pardon. Détournez le regard, n'ayez pas pitié de moi. Donnez-moi un sac noir pour que j'y rassemble ma désolation, ma défaite et mon anéantissement. Pour pouvoir le mâcher et l'avaler. Donnez-moi du feu pour que je brûle mes saletés. Je suis une charogne qui empuantit votre air, jusqu'à vous faire détester vos corps élancés, parfumés d'essence florale de Paris. Je vous inspire la haine de la race humaine, mes semblables désarticulés, ceux qui ont subi les horreurs des guerres. Je suis une charogne où demeurent les vers. Je ne serai ni leur dernier rêve, ni leur dernière demeure, ni ce qui reste de leurs souvenirs. J'ignore le jour de ma mort. Laissez-moi reprendre souffle, fermer les yeux pour me réveiller au paradis. Je n'ai envie de rien. Rien ne me séduit plus. Même pas le baiser de l'enfant que j'aurais pu avoir, ni la jouissance au moment de sa conception, ni même la pénétration d'une partie de moi dans les vagins, berceau de mes espoirs incertains. Priez pour que mon heure arrive vite. Le moindre regard vers moi ne vous inspire que dégoût. Laissez-moi quitter votre monde d'artifice où je n'existe pas. Je suis un anonyme, sans identité, sans papier. Un tas de détritus face à vos portes. Je m'abandonne entre vie et mort. Puisse Dieu me faire ange ou démon, qu'importe. Que ma mort soit subite. Si seulement les fleurs pouvaient pousser sur mon cœur, parfumer mes poumons et orner les vers. Alors le battement de mon cœur partagerait la nostalgie du chant des cloches. Vos prières enveloppent ma peur, mais je ne mérite pas le nom de corps, parce que c'est mon cadavre pourri qui vous observe. Ce corps qui d'être daigné devient charogne. L'eau la plus limpide n'arrive plus jusqu'à moi. Même vos chiens me regardent étrangement. Vos chiens bien emmitouflés, qui ont des papiers d'identité et un nom, des coussins et des colliers ornés de perles, eux qui me surveillent étrangement. Ô Dieu que je respecte, quand m'accorderas-tu ta miséricorde pour autoriser mon cœur à s'arrêter, mon cœur rempli de fleurs empoisonnées, cette boule qui ne se lasse jamais. Son battement m'épuise et m'exaspère. Il n'y a pas pire mot que réfugié à jeter à la figure d'un homme. Des strates de saleté couvrent ma peau et la réchauffent de puanteur. Vos parfums perturbent les poux incrustés dans mes cheveux. Vous les passants, devant moi. Je suis un migrant qui a survécu à la fermentation de la chair en Méditerranée, pour finir de fermenter dans les rues de Paris. Ces rues qu'on nettoie au petit matin. Moi pas. Je suis le mensonge de ce monde. Je suis cette humanité venue d'Adam, surmédiatisée, dont les stratégies municipales se débarrassent. Ils instituent des milliers de commissions, ils dépensent des sommes colossales pour m'arracher aux racines des arbres où je suis imbriquée. Alors je ne sais plus si je suis un lambeau de chair ou un pavé. Ce monde me nie. Il renvoie mes frères à leur destin de torturer et d'accuser. Assassinés au nom des conventions internationales, après avoir échappé au contrôle de police à Rome, aux prises d'empreintes maudites, venus des fleuves du sang africain pour sombrer plus bas que terre. Et pourquoi? Parce que je suis un réfugié qui pue, allongé, espoir bloqué et horizon bouché, perdu. Je meurs à la naissance des fleurs, dans le silence de l'éclosion. Merci Chora de nous avoir permis d'entendre la traduction de ce poème. Magnifique, bravo. Alors, pour dire un mot d'Hassan Yassine,
Vous êtes en France depuis 2016. Vous écriviez déjà de la poésie au Soudan, votre pays natal. Et puis votre désir et votre écriture a redoublé quand vous avez pris le chemin de l'exil et puis quand vous avez vécu dans les campements dont vous parlez dans ce poème. Vous vous attachez, on l'a vu, à décrire la ville, les quartiers, les gens que vous croisez, et avec beaucoup de beauté et de violence à la fois. Alors ce poème, on se doute que vous l'avez écrit dans des conditions difficiles, et les conditions difficiles ne vous ont pas quitté, puisque j'apprends là aujourd'hui que vous avez eu un rejet de tous vos recours pour votre demande d'avoir un statut d'exilé en France, un véritable statut d'exilé. Vous avez fait une demande d'asile qui n'a pas été acceptée. Le seul recours qui vous reste, je crois que le dossier est parti aujourd'hui, c'est d'avoir je crois qu'il va falloir m'aider. Un visa compétences et talents. Un visa compétences et talents, voilà. Donc c'est important pour Hassan Yassine de faire entendre son art pour pouvoir avoir ce visa. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a une pétition pour qu'il puisse rester en France, qui est sur la page Facebook de l'événement de la librairie et qui sera aussi sur le site du Passager clandestin. Donc, je vous invite à la regarder, à la lire et peut-être à la signer si vous le souhaitez. Voilà. Vous voulez peut-être nous dire un mot sur votre situation, sur votre rapport à la poésie. Comment vous est venu ce désir d'écrire ? أولا شكرا مرة ثانية أشكركم مرة ثانية وأشكر أختي مرة ثانية وللأستاذ وكل الأساتذة الأجلاء. Je vous remercie encore et je remercie toutes les personnes qui sont là. كنا نكتب عن الحب. كنا نكتب عن الحب. J'écrivais avant sur l'amour. واليوم نكتب عن اللعنات. Et aujourd'hui, j'écris sur les malédictions. ما بين اللعنة والحب في مسافة طويلة مدة 3 سنوات. Et entre la malédiction et l'amour, il y a des longues années qui se sont écoulées. الوضع الحالي هو التراكمات بتاعت ضغوطات الحياة اللي بنعيشها يوم. اترفضت في الأوبرا واترفضت في المحكمة. Donc ma réalité aujourd'hui, c'est ce que j'ai à subir des agressions quotidiennes dans ma vie au quotidien. J'ai été refusée à l'OFPRA, j'ai été refusée aussi à la cour d'appel, à la CNDA. وهي طبيعة الحياة، الإنسان لو ما عاش الضغوط ما حيتزوج للحياة طعم. Et ça, c'est la réalité. Il faut faire avec les épreuves qu'on a à subir. فلا بد إننا نسقط ونعاود النهوض مرة أخرى بالقوة الأولى وبإرادة أكبر. Donc je ne peux rien faire d'autre que me taire et recommencer toujours avec encore plus de volonté et beaucoup plus de force et encore plus de force. في الطريق إلى فرنسا سنة و8 شهور في الشارع ركبت فيهم 42 عربية وماتوا 4 أصدقاء. Donc, mon voyage en France, pour venir en France, ça m'a pris, un an et 8 mois. J'ai employé 42 moyens de transport différents et j'ai perdu 4 amis qui sont morts. فلكم أن تتخيلوا شكل الطريق. وبعدها 2016 كنت في فرنسا ووجدت الرفض رغم انه انا قدمت كل الدلائل وانه مشكلتي معروفه في السودان وفي الفيسبوك ومشهوره على اوسع نطاق في الميديا لكن برضه كان في رفض. Donc vous pouvez imaginer tout ce que j'ai vécu pour venir jusqu'ici et bien sûr ma situation a été exposée clairement aux autorités françaises et par tous les moyens possibles sur Facebook, dans la presse, etc. Et malgré tout cela, j'ai quand même essuyé des refus. فهنا كتبت أنا اللعنة. C'est pour ça que j'ai dû écrire que j'ai ressenti et ce que j'ai écrit que je suis une malédiction.
ومرحب بكل اللعنات القادمة من حكومات فرنسا ومن حكومات الأوروبي، ومرحب بكل لعنة ممكن تسقط من السماء. أنا جاهز إنه أنا أتحملها وأقبلها بكل صدر رحب. Alors là, j'ai un peu de mal. Mais je crois que l'idée, c'est de dire que j'embrasse finalement toute cette idée de malédiction qui vient de la France, qui vient de l'Europe, et que je suis prêt à le porter avec tout ce que j'ai vécu. Je crois que c'est l'idée, j'espère que je ne trahis pas. Une dernière question sur vraiment le rôle de la poésie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la place, le rôle des poètes et de la poésie dans votre pays au Soudan et en France? Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ça? Est-ce que vous avez rencontré d'autres artistes soudanais ou français avec qui vous collaborez? دور الشعر في السودان والسؤال الثاني انه اذا انت قبلت في فرنسا كمان شعراء او فنانين بيان السودان او من بلدان اخرى او روسيه. الشعر في بلد بيمثل الثقافة السودانية، بيمثل الواقع اللي بنعيشه، بيمثل الحنين السوداني، بيمثل هويتنا، بيمثل قبليتنا، بيمثل وجودنا في السودان. La poésie, c'est important au Soudan, ça représente notre nostalgie, notre réalité quotidienne et la vie que nous menons au Soudan. بالنسبة للشعراء في فرنسا أنا معجب جدا، من أشد الناس المعجبين بالثقافة الفرنسية، بالشعر الفرنسي، وجميع الكتاب الفرنسيين إذا كان من فيكتور هيجو، من فولتير، من شار بودلير، من بول فيرلين من الشعراء لأرسل رامبو، كل الشعراء الفرنسيين أنا مولع بهم تماما، ويمكن أكون حافظ لجزء كبير فيهم، وأعتبرهم الآباء الروحانيين بالنسبة لي، مش عشان هم فقط فرنسيين، لأنه إنسانيا في المقام الأول. Et j'aime beaucoup la littérature française, je connais énormément d'auteurs français, donc il en a cité beaucoup, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Baudelaire, vous avez entendu qu'il a cité, il a dit j'en connais beaucoup par cœur, et je les apprécie pas uniquement parce qu'ils sont français, mais parce que pour moi ils expriment une âme universelle. حاليا لدي أصدقاء شعراء في بيغال، هم كبار في السن جدا، وحاليا وصلوا الجلسة 197 كل شهر بيقيموا، ولهم قرابة 14 سنة. أنا انضممت لهم مؤخرا وبقيت جزء من المجموعة، هم تقريبا أقل واحد فيهم في السن 60 عام أو 65 عام. Donc, alors, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Alors, donc, actuellement, j'ai rencontré des poètes dans le quartier de Pigalle. Et c'est des gens très âgés, très cultivés. Et le plus jeune, oui, alors le plus jeune d'entre eux, il a 56 ans, et la plupart, c'est vraiment des vieilles personnes très sages. Je voulais juste aussi rajouter qu'en effet, il y a d'autres écrivains soudanais, réfugiés, déboutés du droit d'asile aussi, et notamment Youssef Halim aussi, qui vient d'avoir un rejet de la CNDA également, et que demain soir, il y a une soirée de soutien pour Hassan, Youssef et d'autres. Donc il y aura, c'est une soirée qui est organisée. Where is the event tomorrow night? المناسبة غدا في ألكسندر دوما. Alexandre Dumas, oui. Donc à côté. On pourra mettre le lien aussi sur la page. Je me rappelle plus où est l'événement, mais on pourra mettre le lien sur la page peut-être de l'événement au Marocain, oui. Et donc, ce sera une soirée de lecture, pour dire voilà, de lecture de la production littéraire de ces auteurs soudanais, en effet, qui sont là et qui écrivent des choses très intéressantes, et notamment sur leur expérience migratoire. Peut-être encore une ou deux questions sur le livre, et ensuite on passera la parole à la salle. Vous avez sans doute beaucoup de questions à leur poser à tous. Donc peut-être qu'on évoque le cas de la France, de Paris et des autres villes qui semblent assez symptomatiques de ce qui se passe en France, avec ce qu'évoquait Shura tout à l'heure, c'est-à-dire cette autoroute du rejet et de l'invisibilisation, c'est-à-dire qu'on évacue les gens des camps, on les empêche de s'installer.
mais néanmoins on les voit plus que dans certaines petites villes de France où en proportion ils sont beaucoup plus nombreux, mais mieux accueillis, donc beaucoup mieux intégrés, même si avec une mal qu'on peut penser de ce terme-là, l'intégration, mais ils sont tout à fait accueillis et ils font partie de la vie des villages, tandis qu'à Paris et dans les grandes villes, c'est beaucoup plus problématique. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce qui se passe donc en France, peut-être Véronique, et puis après ça, ou Chora. Peut-être plus le domaine de Chora. Alors Chora. Parce que je suis un peu attirée aussi. Alors oui, ce qui se passe en France, c'est une question vague. Enfin, vague, non, vaste. Très vaste. Donc, il y a un chapitre dans le livre, qui est le chapitre d'ouverture du livre, qui est sur Paris, et qui, dont la problématique, en fait, la question, c'est comment est-ce que la question à Paris, c'est comment est-ce que la mairie est en gestion de crise. Et cette gestion de crise concerne des migrants sans abri. Et vraiment, c'est la question de l'hébergement. Mais il faut savoir que, par exemple, l'Allemagne, en 2015, 2016, et peut-être 2017 également, mais je ne suis pas trop sûre de 2017, a accueilli 800 000 demandeurs d'asile chaque année. Et qu'il n'y a personne qui dort dans les rues, il n'y a pas de demandeurs d'asile qui dorment dans les rues. En France, on était à des chiffres plutôt autour de 50 000, 60 000, 70 000 demandes d'asile. Et vous voyez bien, voilà, en tant que Parisien, vous voyez ce qui s'est passé dans les rues. Donc c'est pas parce que des gens viennent par dizaines de milliers que c'est normal qu'ils soient dans la rue et qu'ils n'ont pas de maison. Donc c'est pas la question du refuge et la question d'être à la rue n'est pas du tout quelque chose qui est lié. Dans les autres pays d'Europe, c'est pas le cas. C'est vraiment beaucoup en France que c'est le cas. Et donc du coup, cette gestion de l'hébergement en France, elle est liée, et c'est le problème, au statut administratif, au dépôt de la demande d'asile. Le dépôt de la demande d'asile est lui lié à la réglementation de Dublin. C'est pour ça que les trois niveaux se s'imbriquent, comme on disait, transnationaux, nationaux et locaux. Et donc du coup, on a essayé de regarder comment est-ce que la gestion de crise de l'hébergement, finalement, le nœud allait se renouer au niveau du fait de remorquer les possibilités d'hébergement aux dossiers préfectoraux, aux dossiers administratifs des personnes hébergées. Et ça aussi, les prises en charge individuelles où l'hébergement est complètement articulé à un dossier administratif, et donc du coup là on entre dans un grand dédale kafkaïen administratif, ça non plus, c'est pas forcément une fatalité. Par exemple, voilà l'exemple très connu de City Plaza à Athènes, on a de l'hébergement, il est collectif et c'est pas une question de traitement individuel et administratif. Donc il y a ces questions-là qui font de la France une spécificité. Ensuite, il y a une autre dimension aussi qui est importante, c'est donc l'échelle préfectorale, l'échelle étatique, qui fait que soit la préfecture et l'État vont aller court-circuiter les mairies parce qu'aucune mairie ne veut avoir de centre d'hébergement sur son territoire municipal. Soit d'autre part, c'est des pratiques de la préfecture et de l'État de ne pas agir en concertation avec les municipalités. Là, je parle je parle pas de ce qui s'est passé particulièrement dans les CAO, mais ça existait aussi. Et je parle des petites villes, donc des villes petites et moyennes. C'est que dans de nombreux cas, il n'y a aucune concertation et il n'y a aucune information. Donc l'absence d'information, et c'est ça aussi, la question de l'information est importante dans le livre. On voit comment est-ce que c'est un élément clé, la circulation de l'information. Tout aussi bien quand des gens quand il y a des mises à l'abri, ce qui s'appelle des opérations mises à l'abri, on a travaillé sur les côtés, la double dimension, une communication politique très verrouillée, rodée, huilée, une mise en scène comme ça médiatique de la mise à l'abri, et en même temps l'absence d'information où les gens qui montent dans les bus ne savent absolument pas où vont ces bus, pour combien de temps, etc. Donc le fait ou même dans le centre de premier accueil de Paris, dit le centre humanitaire de Paris, la circulation de l'information, c'est un problème. Quand on nous amène prendre des empreintes, c'est pourquoi, etc., etc. Et donc cette question de l'information, en fait, se retrouve au niveau, à l'échelon administratif, entre les villes, les préfectures et l'État. C'est-à-dire que les préfectures vont aller sous-traiter des hôtels, beaucoup de parcs hôteliers pour y faire des centres d'accueil pour migrants.
sans en avertir les mairies, les municipalités sur lesquelles se trouvent ces centres-là. Donc la question de l'information, voilà, qui est aussi quelque chose d'important. Non, c'est juste pour dire par rapport au livre, en fait, que du coup, dans le livre, il y avait ce premier chapitre sur Paris qui était un peu destiné à essayer de montrer en quoi, voilà, ce que tu as dit là, sur l'accueil a été pris en charge comme une gestion de l'urgence et de la crise au coup par coup, en fait, de manière presque, on pourrait dire, ad hoc. Ce qui a montré d'ailleurs le changement de la procédure de demande d'asile. Depuis 2015, ça a changé, enfin les guichets uniques, enfin des choses que vous connaissez certainement, d'une part, et donc les ambivalences de cette gestion de crise et les ambivalences qu'elle produit, donc avec cette volonté affichée de mettre à l'abri et l'absence de moyens derrière, qui fait qu'en fait les gens ensuite sont redirigés ou non de manière totalement opaque. Et puis le dernier chapitre, c'est le dernier, ouais, le dernier chapitre du livre, en fait, qui traite finalement de l'après orientation, c'est-à-dire finalement pour les gens qui, puisque comme on l'a rappelé, donc la question de l'hébergement est totalement reliée à la question de l'asile. Finalement, pour être pris en charge, il faut avoir demandé une demande d'asile, ce qui est très long. Donc on a à la fois les gens qui n'ont pas encore demandé l'asile parce qu'ils ont du blin, des gens qui ont fait une demande d'asile mais qui veulent demander une demande d'asile, mais c'est très long, enfin bon, etc. Ça fait un flux de personnes énorme à gérer. Et c'est vraiment comme ça que c'est géré dans le centre humanitaire de Paris. Et donc une fois que ces personnes, finalement, elles sont rentrées dans le processus, et ben elles vont être renvoyées quelque part en province, souvent, parce que c'est plus simple, parce que c'est là qu'il va y avoir de la place. Et donc on a montré, c'est aussi dans cette idée que ce chapitre était consacré finalement à cet après envoi ailleurs, où finalement, sous couvert d'envoyer des gens dans un lieu où ça va être plus simple, où il y aura moins de monde, finalement on va couper les personnes de leur sociabilité d'arrivée en fait, et des réseaux d'interconnaissance qu'ils ont pu lier, etc. Et donc c'est pour ça que Chora précisait que ça se passait en France comme ça, c'est-à-dire ça s'est vraiment fait d'en haut. En fait, il y a une volonté de redistribuer les gens qui en fait, ce qu'on essaie de montrer par ailleurs dans le livre, dans d'autres pays ça peut se passer différemment quand des réseaux d'interconnaissance sont au contraire mis à profit au niveau local. Ça permet des choses qui fonctionnent beaucoup mieux que ce qui se passe éventuellement en France, où les gens vont partir en province et vont finalement revenir à Paris, enfin pas rester dans les hébergements qui ont été, pas toujours, hein, mais éventuellement pour pas être satisfaits. Voilà. Il y a aussi, ce qui est intéressant là dans ce livre-là, mais en général dans ce qu'on fait dans le programme, c'est qu'on voit qu'il y a une distinction entre la gestion de crise qui est toujours lié, en France en particulier, au statut des personnes, et ce qui serait une gestion ordinaire, et qui supposerait qu'on distingue des infrastructures et des politiques d'accueil du statut des personnes. Alors ça, c'est une première, je trouve, distinction importante, et on voit bien dans ce qui s'est passé à Paris, avec l'immédiate récupération de la tentative d'Anne Hidalgo de faire quelque chose en disant pendant quelques jours Paris est une ville refuge, je vais faire un camp humanitaire entre 15 guillemets parce que Damien Carême l'avait fait à Grande-Synthe dans une situation un petit peu il l'avait fait dans une situation d'opposition au gouvernement. Donc d'une certaine façon Damien Carême a tenu 5 mois je crois avant que son centre, son site ait été repris par la préfecture et contrôlé par la préfecture, et Anne Hidalgo n'a pas attendu 24 heures. C'est-à-dire ça a été immédiatement repris. Dès qu'elle a énoncé « je vais faire un centre humanitaire », immédiatement il a été dit au ministère de l'Intérieur ça sera intégré dans le dispositif de l'asile. Alors ça c'est une chose, ça veut dire qu'en France en particulier, on a pratiquement un cas d'école du pouvoir de l'infrastructure d'État sur les infrastructures municipales, du pouvoir de l'État sur les villes. Et quand on parle de tout le thème des villes-refuges, on a commencé à parler dans les années 90, et maintenant tout le monde voudrait être ville-refuge, en réalité, pratiquement personne n'y arrive. Et donc, si on regarde un petit peu en Europe, qu'est-ce qu'on voit? C'est que par exemple à Barcelone, on voit que la maire de Barcelone a pu organiser une manifestation qu'on n'aurait jamais vue à Paris, 160 000 personnes dans la rue en disant « Nous avons de la place, nous voulons accueillir les réfugiés, où sont-ils » Interpellant,
la Commission européenne et le gouvernement espagnol. Et donc, ça veut dire que la ville, là, avait une certaine autonomie, en disant, nous avons, nous, le pouvoir de faire des choses. Et ça reposait, alors ça vient à l'autre élément, ça a plusieurs éléments en jeu, mais ça reposait sur quoi, à Barcelone? Sur un réseau de squat, une culture de squat et un réseau de squat qui avait été validé, si on peut dire, par la mairie, en disant, bon ben, ça c'est une forme de, de réquisition, une forme de réquisition qu'on va mettre à disposition des migrants. Comme quoi on s'aperçoit que la politique peut résoudre ce genre de choses. On dit, ben, le squat est une forme de réquisition, ça y est, on est dans la légalité, si le maire l'a dit. Et on s'aperçoit aussi, par exemple, en Allemagne, la capacité de l'Allemagne, malgré tout ce qui a pu être commenté sur le plan politique, idéologique, etc., mais sur le plan organisationnel, sur le plan social, l'incroyable capacité de l'Allemagne à accueillir de fait 600, 700, 800 000 personnes, comme ça, dans des conditions correctes, très correctes. Pour quelle raison? C'est d'une part parce que c'est un État fédéral, donc on va encore faire du commentaire sur la forme de l'État, de manière générale, et puis parce que l'État travaille avec le monde associatif d'une manière très très imbriquée, ce qui est le contraire de ce qui se passe en France, où les associations se font... alors au-delà même des aspects idéologiques, là il y a une volonté de l'État de dire ce qui émane là de la société, cette forme de réseau, cette forme associative, etc., qui exprime quelque chose, qui va dans le sens de oui, il est possible d'accueillir, devient un combat, enfin devient un ennemi pour l'État. Et là on voit bien depuis quelque temps, c'est quand même très systématique comme opposition. Tous des no-borders et tous des terroristes. Juste peut-être une petite nuance sur l'Allemagne, parce qu'on voit que, enfin, c'est pour avoir lu le livre que je le dis, c'est pas, je n'invente pas, que héberger n'est pas accueillir. C'est-à-dire que l'Allemagne héberge, mais qu'il y a effectivement peut-être un problème de création de liens avec les populations, notamment locales. Non, mais ça c'est toute une autre question qu'on pourra reprendre, parce qu'elle est compliquée, cette question-là. C'est ce rapport entre l'hospitalité et être dans une société. L'hospitalité, c'est un peu le minimum vital dans le monde où on s'assure que les gens aient un lieu dans leur mobilité. Voilà, c'est tout. Nonobstant leur situation juridique, etc. Après, les conditions dans lesquelles les gens peuvent rester, peuvent travailler, etc., peuvent être un autre aspect, mais si tu veux, c'est un sujet de débat, mais on va y revenir avec le dernier, on y reviendra avec le dernier ouvrage, le dernier petit ouvrage sur les formules de l'hospitalité. C'est vrai que entre l'hospitalité individuelle que les gens donnent, la mise en réseau de toutes ces volontés individuelles, où ça se structure de plus en plus, etc., et la manière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on offre aux gens qui sont là? On leur offre un toit, de la nourriture, de la santé, etc. Après le reste, effectivement, c'est une autre affaire politique, mais je pense qu'il ne faut pas confondre les deux, parce que on se trompe, et pour le dire vite, je pense que l'hospitalité d'État, par exemple, c'est un terme qui, à mes oreilles, ne sonne pas juste. L'hospitalité, c'est ce que peut offrir, cette espèce de choses sans condition, sans demander aux gens quel est exactement votre statut, votre nom, votre carte d'identité, etc. Mais on vous assure ce lieu-là dans une vie de mobilité. Peut-être on dit un petit mot, parce qu'il va falloir laisser quand même la parole aux gens. Peut-être, ce qui est important, c'est peut-être de souligner le cas de la Turquie est particulièrement important, je pense, parce qu'on voit, on vient à ce que les migrants font aux villes, c'est-à-dire que l'Allemagne a accueilli certes beaucoup de migrants, mais c'est aussi parce que c'est une population vieillissante et qu'il y a un besoin de main-d'œuvre en Allemagne. Et puis en Turquie, il y a une autre forme d'instrumentalisation, notamment des Syriens qui sont de confession musulmane, et que le pouvoir va tâcher d'instrumentaliser à travers des associations qui lui sont plus ou moins affiliées, et en nourrissant et en accueillant ces gens, il va tenter d'en faire des alliés. On est dans un jeu de pouvoir, il ne faut pas non plus être tout à fait naïf, et ça c'est très très bien montré dans le livre, et c'est un horizon qu'on explore assez peu, et voire jamais, donc ça a bien coulé les faits.
Oui, alors sur le cas de la Turquie, bon, je ne suis pas spécialiste de la Turquie, donc je ne vais pas pouvoir rentrer trop en dire grand chose, mais je pense que ça dit quand même quelque chose sur ce que tu viens de dire sur la question de l'hospitalité d'État. Justement, je pense que le chapitre montre bien que c'est pas si simple et que la mise en place d'une hospitalité d'État a quelque chose de contradictoire et de dangereux, éventuellement dangereux, puisque finalement, en tout cas le chapitre sur Istanbul, en fait, bon, il montre, je peux résumer rapidement, il montre à travers le cas d'une association de quartier, en fait, d'un quartier d'Istanbul qui accueille de nombreux Syriens, comment finalement des associations prennent en charge de manière, dans une zone un peu grise entre la formalité et l'informalité, les Syriens qui résident là, et donc montrent en fait deux choses, à la fois ce que montre aussi le chapitre sur Berlin, qui est que quand on veut accueillir, c'est pas non plus si simple. Il y a aussi ce que je veux dire tout à l'heure sur le chapitre sur Berlin, c'est qu'il montrait à la fois que effectivement, en Allemagne, il y a une tradition d'accueil qui a fait que, il y a l'histoire du pays et tout ce que tu as rappelé qui fait que les choses se sont mieux passées qu'ailleurs, quand même globalement, mais que c'est pas parce que les gens veulent accueillir que ça va forcément bien se passer. Et si ça se passe pas nécessairement bien, c'est pas parce que les gens qui arrivent sont méchants ou qui sont pas reconnaissants ou quoi, c'est parce qu'il y a une dimension structurelle en fait de rapport qui se crée en fait, qui peut se créer entre obligé, obligeant, celui qui donne, celui qui reçoit, et que c'est une économie des rapports sociaux qui est pas simple en fait, voilà. Et dans le cas ce qui est intéressant dans le cas de la Turquie, dans le cas d'Istanbul qui est étudié dans le livre par Didem Danis et Dilara Nazli, c'est que en fait elle met en évidence la dimension religieuse de l'accueil, donc la dimension musulmane de l'accueil, c'est que finalement l'État turc accueille des Syriens musulmans, donc parce qu'ils sont musulmans, il y a ce discours de fraternité en islam et finalement d'appartenance à un même ensemble ottoman, je sais pas comment on peut appeler ça, mais surtout dans le contexte actuel en fait du gouvernement turc. Et donc il y a ça qui est en toile de fond, et finalement ces associations qui sont des associations caritatives musulmanes en fait accueillent donc ces Syriens pour des raisons pieuses, donc elles font tout un travail que, en tout cas, les autrices qualifient d'efficacement efficace, même si ça génère des tensions, ça peut générer des tensions dans le quartier, forcément, et des tensions entre tout ça. Mais qu'au bout du compte, si on laisse la main à ces associations pour faire de manière plus ou moins formelle ce que l'État ne fait pas vraiment, c'est parce que ça sert ses intérêts, notamment pour des questions parce que ça reprend une rhétorique finalement religieuse qui est celle du parti au pouvoir. Voilà, je ne vais pas en dire plus, sinon je vais dire des bêtises. Vas-y, David. J'imagine qu'il y a peut-être des questions. Donc, vous levez la main. Oui. Est-ce que vous pourrez revenir un peu plus sur l'accueil en province, justement, parce que moi j'en avais eu des bons échos, justement les gens s'arrachaient au labyrinthe de Paris, retrouvaient des choses plus simples, retrouvaient des liens plus simples, des échos différents. Donc j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ce sujet. Tu veux revenir sur ce sujet. J'en ai eu des bons échos aussi. Tu veux en parler, je crois. Ouais, rapidement, en fait, oui, parce que donc c'est pas nous qui avons, c'est ni Laurette ni moi qui avons écrit ce chapitre-là. C'est un groupe de sociologues, notamment de Paris 8, autour de Jean-François Ley. Et la question était de suivre plutôt des trajectoires de gens qui avaient commencé donc au centre de premier accueil de Paris et qui ensuite s'étaient retrouvés plutôt en Bretagne et de voir également comment est-ce que les villes qui recevaient avaient été avaient pu ou pas, ou les groupes qui voulaient recevoir dans ces villes-là avaient pu ou pas maintenir ces centres. Parce qu'il y en a un qui avait été incendié, il y avait eu des oppositions aussi localement. Donc d'un côté c'est cette question-là dans quelle économie locale se passe cet accueil. Et d'un autre côté, en fait, ce chapitre il met l'accent sur le fait qu'il est difficile. Donc certainement, il ne rentre pas dans le détail de la situation administrative, mais au moment où ils ont interrogé ceux qu'ils ont interrogés, donc c'était encore un moment d'attente et de dédale administratif justement même en province.
c'était difficile d'être dans cette situation d'attente. Et en fait, il mettait l'accent sur le fait de aussi les formes de désocialisation. Alors après, il y a de la resocialisation, mais j'imagine que les auteurs de ce chapitre n'en étaient pas là parce qu'ils sont pas allés enquêter dans une ville. Ils sont allés dans plusieurs villes en suivant des parcours de personnes qui sont passées dans plusieurs villes, justement, aussi d'une ville à l'autre. Et donc, quand on est dans le moment du parcours, c'est plutôt un moment de... eux mettaient plutôt l'accent sur la désocialisation et la difficulté d'être dans une position de désœuvrement, en fait, de ce temps vide de l'attente qui s'ouvre et qui est produit par les formes de prise en charge dans ce réseau. Après, ce que l'ouvrage montre, mais du coup, effectivement, dans d'autres villes européennes, il y a des exemples d'autres petites villes européennes où il montre effectivement, il y a l'exemple de Kirkenes, notamment en Norvège, qui est une ville frontalière avec la Russie, qui montre effectivement que dans des cadres réduits, à taille humaine, on a envie de dire, les rapports d'interconnaissance en fait se posent en termes beaucoup plus simples et permettent aussi une connaissance de l'autre qui permet de créer du lien de manière beaucoup plus directe, simple, j'ai envie de dire, basique, comme dirait le rappeur. Donc le petit encadré sur Kirkenes montre ça vraiment bien, en montrant comment des gens en fait d'une ville minière complètement des affaires perdues comme ça, très peu de gens finalement ont vu arriver ces autres à vélo, traverser la frontière, que finalement ils se sont organisés pour les accueillir. Et que beaucoup témoignent du fait que non seulement c'est pas uniquement un mouvement compassionnel comme ça, je vais aider mon prochain, mais en fait ils ont aussi appris, revu des idées qu'ils pouvaient avoir sur les musulmans, sur l'islam, sur les étrangers en général, etc. Donc effectivement, mais c'est plutôt des exemples d'autres villes européennes. Et l'autrice de ce chapitre de cet encadré sur Kirkenes, Carolina Sanchez-Bo, elle est là ce soir. Donc si vous avez des questions sur l'enquête qu'elle a faite, elle est bien mieux placée que nous pour répondre. C'est la question de la Merci. Simplement, je voulais rajouter, à l'instar de ce que disait Shora avant, que c'est une toute petite communauté minière de 3500 personnes dont la mine avait fermé et tout le monde s'est retrouvé, presque tout le monde s'est retrouvé au chômage, et 5000 personnes sont arrivées au cours de quelques mois. Donc, justement, la taille, en fait, l'afflux n'est pas forcément ce qui décide, en fait, si on accueille bien ou pas. Ouais. D'autres questions? Bonjour, moi je voudrais savoir, en fait, j'ai pas lu le livre, donc je suis désolée. J'aurais voulu savoir si à un moment donné il y avait un lien qui a été fait entre la question de l'hébergement et la question de l'accès au droit, en sachant que, parce que vous parlez de gestion d'une crise et autour de l'hébergement, et en même temps on sait que la question de l'hébergement c'est une question, mais qu'ensuite il y a quand même 75% des personnes qui sont déboutées de la demande d'asile, et je ne parle pas des personnes non demandeurs d'asile mais qui voudraient avoir une régularisation. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de dispositifs de contrôle qui sont mis en place dans les dispositifs d'hébergement, avec des personnes assignées à résidence, des pointages par la police une fois par semaine dans les hébergements. Et puis je voulais aussi signaler que par rapport aux gens qui partaient en province à la suite du passage par exemple dans le centre dit humanitaire, il y avait aussi beaucoup de personnes, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a le désir des personnes n'est absolument jamais pris en compte, et qu'il faut savoir que si une personne refuse un hébergement, il perd tous ses droits, toutes les conditions matérielles d'accueil, donc son allocation, et donc ils ne peuvent pas décider de où ils souhaitent aller. Voilà. Non, c'était, en fait, il faudra répondre. Moi, je pense que la question clé, là, dans, au tout début de ce que vous dites, c'est-à-dire, on a un régime d'une forme sous le nom d'hospitalité, sous le nom de solidarité, sous le nom d'hébergement, sous tout un tas de noms comme ça. On a des formes qui dépendent de la société ou de la société civile, comme on dit, qui dépendent des gens.
jusqu'à un point où ils vont se mettre éventuellement eux-mêmes en situation d'illégalité, comme on le voit à Briançon, dans la Roya, etc. Et donc, ce qui est intéressant, mais en même temps, c'est dramatique pour les gens qui ont à subir les conséquences, et en premier lieu, les migrants qui sont là dans cette situation-là. Mais ce qui est intéressant sur le plan de l'analyse pour les chercheurs et sur le plan politique pour tout le monde, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe d'un régime de faveur à un régime de droit. La faveur, on veut la donner, mais on sait bien, et là, si j'anticipe, et puis il ne faudrait pas trop anticiper, mais le travail qu'on est en train de faire par ailleurs sur les questions d'hospitalité privée, comme on dit, ou de l'hébergement individuel, etc., on voit bien que c'est compliqué, comme ça a été dit. Ça peut être très beau, très merveilleux, et ça peut être aussi très compliqué, très moche, et tout ce qu'on voudra. Donc on ne peut pas magnifier cette chose-là comme une relation générale à la condition des migrants. En revanche, on voit bien qu'il se développe tout un mouvement, et vraiment c'est un mouvement en France, mais en Europe aussi de manière générale, où des gens expriment quelque chose à l'égard de comment le monde va, peut-être à l'égard de la politique, même s'ils ne disent pas faire de la politique, même s'ils ne sont pas encartés dans quoi que ce soit, mais ils expriment quelque chose comme ça, qui prend cette forme de l'hospitalité. Ben moi, je vais accueillir chez moi quelqu'un et je vous emmerde. Et ça prend cette forme-là. Et donc, les exemples qui sont au Danemark, par exemple, avec des gens qui ont une association, on va dire au départ très générique, les bons voisins, les voisins amicaux, qui au départ se forment pour résoudre les problèmes en commun. Et puis arrive toute cette affaire dite de la crise des migrants. Et donc à partir de 2013, ils commencent à intégrer la question des migrants dans leur sujet. Et leur association se développe à une vitesse vertigineuse. Maintenant, il y a 150 000 personnes qui sont inscrites dans ce mouvement. Et parmi eux, des gens qui disent « Eh bien moi, j'ai fait passer la frontière de la Suède, parce que les migrants ont plutôt envie d'aller en Suède qu'au Danemark. J'ai fait passer la frontière de la Suède, c'est illégal, mais je vous le déclare, je viens de faire passer quelqu'un en Suède. Ou bien, j'héberge chez moi quelqu'un qui n'a pas de papier, etc. » Et donc, on se trouve avec ces formes où à la fois, vous avez ce basculement qui, pour moi, est vraiment la question clé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe d'une faveur à un régime de droit, et pour les migrants, je pense que c'est une question clé, est-ce qu'il y a une forme juridique qui peut correspondre à ce droit à circuler et à arriver quelque part sans être dans la rue, sans mourir de faim, sans être dans les pires conditions qui ont été évoquées là. Et puis, de la même façon, est-ce que tout ce mouvement-là qui se passe en Europe, ça n'est pas une manière d'exprimer quelque chose, en tout cas, ou d'exprimer quelque chose qui dépasse, effectivement, comme ça a été dit, qui dépasse le sentiment compassionnel, religieux, exotique, enfin je l'ai évoqué ça par ailleurs, de tous les sentiments qui font qu'à un moment donné on commence à s'intéresser à cette question. Après il y a un pas qui est plutôt un pas politique. Voilà. Justement, le droit qui pourrait faire passer d'une position compassionnelle à une position d'égalité, ce serait le droit au travail pour ces gens, peut-être. D'autres questions? Oui, le droit de vivre comme tout le monde, enfin, de s'installer et de travailler aussi, parce que c'est vraiment un problème pour des gens qui voudraient légalement gagner leur vie et qui se retrouvent soumis à une forme de système qui n'est pas souhaitée. D'autres questions ou on clôt? Ah, il y a. Quand vous parlez de temps, allez. Bonjour, j'avais une question sur la relation entre la municipalité et les associations, et le milieu associatif, et une deuxième sur est-ce qu'il y a des échanges entre les différents milieux associatifs au niveau européen, des méthodes d'accueil et des formes d'action potentiellement qui pourraient en avoir. Quelqu'un peut répondre à ça? Écoutez, je me lance en totale improvisation. C'est une question très très vaste en fait, la question des associations. On pourrait commencer par dire que les associations depuis longtemps, l'État a délégué aux associations depuis longtemps les tâches de gestion des migrants. Et quand on dit association, en fait, il faudrait préciser de qui on parle. Il y a des associations qui se sont vues déléguer des tâches étatiques
enregistrer les demandeurs d'asile, les accompagner dans leur démarche. Et à côté de ça, il y a des associations qui, au contraire, ont des pratiques très loin et très opposées de ces associations affiliées à l'État. Donc bon, la réponse est forcément complexe par rapport à ça. Si on regarde du côté des mairies, il y a énormément d'échanges entre les mairies européennes, d'échanges de pratiques. Ils estiment mettre des bonnes pratiques pour essayer d'améliorer soit l'accueil, soit l'efficacité du renvoi, suivant les objectifs recherchés. Et du côté d'autres associations, qui seraient plutôt des associations ou des collectifs, alors peut-être qu'ils n'accepteraient pas forcément qu'on parle d'eux sous forme d'association, ils sont plutôt des collectifs constitués, mouvants, très souvent, de personnes qui, comme c'était dit tout à l'heure, ne se reconnaissent pas forcément derrière une bannière, mais qui se reconnaissent derrière des engagements. Il y a énormément d'échanges aussi, beaucoup plus informels. Aujourd'hui, un Dubliné parisien qui se retrouve à Rome aura sans doute déjà le contact de personnes sur place qui pourront l'héberger, l'aider dans ses démarches locales ou lui permettre de revenir en France. Donc il y a des réseaux comme ça au niveau européen qui sont développés, qui sont plus sur des interconnaissances, sur des formes de déplacement, d'engagement en commun sur des causes, et qui créent une sorte de contre-géographie européenne de l'expulsion et de l'inhospitalité par des réseaux citoyens connectés pour essayer de contrer un petit peu ces politiques de rejet. Il y a sans doute des personnes qui peuvent compléter ce que je viens de dire. Donc. Y a-t-il encore des interventions souhaitées? Ou sinon, je vous signale qu'il reste des trucs à manger, il reste des livres à acheter. Et... Ah, non, je ferai encore. C'est juste pour préciser pour ceux qui avaient apprécié le poème de Hassan Yassine et qui veulent en entendre d'autres qui auront lieu demain. Donc la soirée de soutien à Hassan et Youssif, qui en avaient parmi nous, aura lieu à Nogozone, 6 rue Julien Lacroix, métro Ménilmontant. Voilà. Alors, dans les remerciements, la librairie Le Merle de Beaucoeur, bien sûr, qui nous accueille. Bravo à eux et merci beaucoup. Tous nos intervenants, bien sûr, et puis aussi les éditions Le Passager clandestin, dont vous retrouvez tous les ouvrages et qui éditent donc cette collection qui s'appelle La Bibliothèque des Frontières, et donc sous le label collectif de Babels. Merci à tous. Ah oui, mais je crois que là, Not long time. You have to hurry. Véronique will be translating. Non, mais t'inquiète. I hope that is a book-like solution to anything.